Génération Campus, l'émission consacrée à la formation et l'orientation en Martinique et dans le bassin Caraïbes. Chers téléspectateurs, bonsoir. Pour ce numéro, l'émission sera consacrée, on va dire, au cadre de vie, puisque nous recevons sur ce plateau Monsieur Patrick Volny-Anne, directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est bien ça, CAUE. Oui, c'est ça. Bonsoir Monsieur Volny-Anne. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous recevons également Madame Aurélie Nella. Bonjour. Et Philippe Saint-Cyr, avec qui on va commencer l'émission. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe qui est un petit peu... Oui, je suis le genre de chroniqueur de service où l'homme a tout faire. Enfin bon, soyons honnêtes. Bon. Oui. Attends, tout de suite, la rubrique société. C'est toujours aux ordres, excuse-moi. Il est pressé, D'en finir, oui. Philippe, la parole est à vous. Je sais que vous étiez pressé. Je vous la donne. Merci bien. Juste quelques mots d'un problème d'actualité, d'importance, et dont on entend souvent parler, c'est celui de la laïcité. Bien sûr, question qui se pose, est-ce qu'il faut toucher au texte relatif à la laïcité? Alors, rapidement, la laïcité, c'est une conquête des révolutionnaires de 89, inscrite dans le Code civil de 1804 par Napoléon. Voilà. Et c'est un principe républicain, c'est-à-dire que l'organisation sociale, le droit est élaboré par les autorités civiles, ce qui n'était pas le cas avant. Deuxième étape importante, c'est la fameuse loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que l'État est neutre par rapport aux religions, il n'intervient pas. Bien. Est-ce qu'il faut modifier les textes? Non, surtout pas. Et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas toucher les textes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe, tout simplement, qu'il y a de nouveaux groupes socio-culturels qui sont venus s'installer. La religion musulmane, n'est-ce pas, est extrêmement répandue. Est-ce qu'il faut est-ce que l'État doit se désintéresser totalement? Non, il ne doit pas se désintéresser totalement de cela. Il doit intervenir. Mais comment? Moi je pense qu'il est absolument nécessaire de faire en sorte qu'il y ait à tous les niveaux des enseignements et des formations destinés aux citoyens et aux jeunes, en prenant l'évolution, l'histoire des civilisations et l'histoire des religions, le fait religieux. Et cet enseignement doit se faire partout, même dans les établissements confessionnels. On croit, mais il faut avoir la vision d'ensemble. On ne le faisait pas déjà dans ce qu'on appelait à l'époque les cours d'éducation civique? Non, c'est pas non, il faut absolument penser la discipline et le faire à tous les niveaux. Oui, bien sûr, le cours de morale que j'ai connu, il faut structurer davantage. Il faut aller beaucoup plus loin et ouvrir la formation. Pourquoi? Pour que chacun se comprenne. Moi, je suis catholique, toi, tu es musulman. Bon, et nous savons, n'est-ce pas, ce qui peut nous rapprocher, ce qui peut nous séparer, mais nous sommes dans la même nation et nous avons le recul qu'il faut pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler. Et cela est absolument fondamental. Il faut que l'État, d'ailleurs, et des projets, interviennent pour organiser ces enseignements. D'autre part, au niveau de la religion musulmane, il faut faire en sorte qu'elle soit mieux structurée, mieux organisée, et que les imams aient effectivement une formation. À ce niveau-là, moi je pense que l'État doit effectivement intervenir. Il a un rôle fondamental. Ça ne va pas résoudre le problème tout de suite, mais ça va permettre, n'est-ce pas, aux gens de se comprendre. Et je vais être provocateur, aux Français de toute souche de se comprendre, n'est-ce pas? Et on dit, le problème du djihadisme ne touche pas les Français de souche.
C'est quoi un Français de souche? C'est quoi ça? C'est quoi la souche française? Soyons sérieux. N'est-ce pas? Il y a plusieurs souches, il y a plusieurs stratifications. C'est évident. Il y a plusieurs, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs vagues qui ont constitué la France. Et par conséquent, chacune des souches doit comprendre l'autre. Et je pense que là, c'est une solution. Mais seulement, je terminerai par là, il faut se pencher sur le phénomène du djihadisme. Parce que ce phénomène d'intégrisme est un phénomène vraiment que je qualifie de mystérieux. Comment se fait-il que brutalement, c'est des jeunes qui semblent totalement intégrés, quelle que soit leur souche d'origine, je veux dire par là la stratification, la génération, brusquement, il y a une rupture qui se produit et ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans le radicalisme. Et là, il faut effectivement se pencher scientifiquement sur ce problème. Leur interdire d'aller, bien sûr, mais ça ne va pas résoudre le problème pour autant. Et voilà les quelques mots que je voulais lancer comme ça à la réflexion pour aborder. Nous sommes toujours dans le cadre de la formation. C'est ce que je vois. Merci Philippe. Nous poursuivons l'émission avec M. Patrick Volnihan, directeur du CAE et directeur architecte aussi du CAE. Je suis directeur par intérim. Par intérim, oui. Monsieur Volnihan, qu'est-ce que le CAE? Le CAE, c'est une association de type 1901, mais à caractère public, qui a été mise en place suite à la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui disait que les constructions et les paysages étaient d'intérêt public et en conséquence, ils ont créé les CAE. Alors, il y a 92 CAE en France, dont celui de la Martinique qui a été mis en place par le Conseil général en février 1979. D'accord, donc ça dit quelque chose à Philippe. Ah oui, ça dit quelque chose. Enfin, rapidement, puisque moi je suis un vieux dinosaure, je sais pas ce que je fais encore là, comme moi je suis encore immortel puisque je suis encore sur place. Effectivement, j'avais participé dans ces années-là à la rédaction d'un article sur France Antique présentant effectivement l'organisme. À l'époque, l'architecte, n'est-ce pas, qui était désigné pour s'en occuper, je ne me souviens pas, tu n'étais peut-être pas né, c'était Jean-Michel Lavigne. Et c'est au-dessus de la pharmacie Lavigne, il avait son bureau d'architecture, et c'est là que nous avons rédigé l'article relatif à cet organisme. Voilà, le vieux souvenir qui remonte à très loin. 36 ans. Oui. Hein? À 36 ans. Parfait. Donc, quelles sont les missions du CAE? Alors, les principales missions, c'est le conseil d'assistance architecturale gratuite pour les particuliers, le conseil aux collectivités, la sensibilisation et l'information dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Et puis on peut éventuellement mener d'autres missions, mais en sachant que nous ne devons pas concurrencer le secteur marchand ni exercer la maîtrise d'œuvre. En gros, c'est ça, quoi. D'accord, donc conseil gratuit en tout cas pour les particuliers au niveau de l'architecture. Oui. Donc si je veux construire une maison, j'appelle le CAE, je dis est-ce que je peux avoir quelques conseils Effectivement, alors on reçoit sur rendez-vous en principe. Oui. Maintenant, avec le site, les gens nous contactent par mail. Quand ils nous ont notre adresse, ils nous contactent par mail. Et puis, beaucoup de consultations sont données maintenant par téléphone. D'accord. Et puis, il arrive que des gens débarquent de manière spontanée. Puis, si on est disponible, on les reçoit. C'est toujours avec plaisir. Donc, j'imagine que vous avez vu pas mal de cas de figure, des problèmes de voisinage aussi. C'est pas seulement pour la construction. J'imagine qu'après la construction, il y a des gens qui... Les problèmes de voisinage, et puis au fur et à mesure... Pour les murs mitoyens, je ne sais pas. Les murs mitoyens, les vues, les arbres, les plantations, oui, les écoulements d'eau usés, oui. Alors ça, c'est un phénomène. On constate aussi que de plus en plus, les gens viennent pour se plaindre des entrepreneurs, par exemple, les problèmes qu'il y a sur les chantiers, le non-respect des contrats, parce que les gens ne connaissent même pas les contrats. Des fois, ils font un contrat d'entreprise alors qu'ils sont censés faire d'autres types de contrats. Et ça, c'est le problème des professionnels. Donc, on voit aussi beaucoup de problèmes sociaux. Depuis combien de temps exercez-vous la fonction d'architecte au CAE? Au CAE, ça va faire, le mois prochain, ça va faire 30 ans. D'accord. Du moins en avril. Et quel parcours avez-vous eu pour en devenir architecte? J'ai passé un baccalauréat série D. Donc D qui correspond à S aujourd'hui, hein? Oui, c'est ça, oui. Je suis parti faire mes études. À l'époque, j'ai pas pu entrer dans les unités pédagogiques d'architecture parce qu'ils n'ont pas répondu à temps. Donc, ayant eu la réponse de l'école spéciale d'architecture et une école privée qui se trouve à Paris, je suis parti et en 5 ans, j'ai eu mon diplôme d'architecte de ESA. Je suis rentré, je me suis retrouvé militaire volontaire au service technique de la montagne, directeur des services techniques. Et puis après, je suis mis un peu libéral. Et puis j'ai commencé à donner des permanences, à tenir vacation pour le CAE. Et quand
le président actuel qui était à l'époque chargé d'études au CAIE est parti, M. Pamphile m'a demandé si ça m'intéressait de rejoindre l'équipe à temps plein, ce que j'ai accepté après une certaine réflexion, parce que c'était pas évident, parce qu'il fallait faire une rupture avec l'exercice libéral, et puis depuis je suis là. Vous avez connu M. Pamphile, j'ai vu que vous avez hoché la tête. Oui, c'était un camarade, un vieil ami qui a disparu beaucoup trop tôt. Ah oui, trop tôt. Il était au Conseil de l'éducation. Il était président du CCE. Tout à fait, ok. Et puis là, il a disparu, bien sûr, je le connaissais très bien. Je connais encore beaucoup de monde. Hein. C'est ce que je vois, Philippe, c'est ce que je vois. Monsieur Vremian, pensez-vous que le CAIE joue un rôle en termes de formation, même d'orientation en Martinique? Alors, honnêtement, il aurait pu le faire, mais disons que pour le moment, il n'en a pas vraiment les moyens. Mais effectivement, ça fait partie de ses statuts, la formation. Disons que maintenant, il y a pléthore d'organismes de formation. Il faut faire une sorte de diagnostic au niveau local pour savoir quelles sont les cibles et puis vers qui aller. En sachant pertinemment que des fois, il faut inviter les gens qui ont certaines compétences qu'il faut payer, et là ça peut poser problème de financement. Mais en termes d'orientation, est-ce qu'il y a des jeunes qui spontanément viennent vous voir pour dire comment on devient architecte, urbaniste En termes oui, ça arrive qu'on reçoive quelques jeunes. Je reçois aussi beaucoup de jeunes qui passent leur bac professionnel, et je les accompagne, et dernièrement j'ai eu l'occasion d'accompagner peut-être 3 étudiants, surtout une petite qui passait son bac et qui voulait être économisée à la construction. D'accord. Et j'étais tout content quand elle m'envoyait son mail en me disant j'ai eu mon bac. Alors qu'au début, c'était pas évident quoi. Alors, il existe en fait plusieurs métiers pour le A, le U et le E. Ah oui, il y a beaucoup de métiers. Donc, architecture, urbanisme, environnement. Et il y a des déclinaisons. On peut avoir des architectes normaux, des architectes paysagistes, des architectes d'intérieur. Il peut y avoir des urbanistes qui ont des formations d'origine diverse, parce que c'est vrai que là, c'est un problème. Le diplôme d'urbaniste n'est pas vraiment reconnu. Et là, dans la réforme des CAIE, ils pensent qu'il faut reconnaître ce diplôme-là, d'autant plus qu'il n'y a pas d'urbaniste dans le conseil d'administration du CAIE, ça pose un problème. Ouais. Et puis, il y a, au niveau de l'environnement, effectivement, on a un certain nombre on peut avoir des géographes, des spécialistes de l'environnement, du développement durable. On peut avoir aussi des géomanticiens, dans certains, des CAIE. Et puis, bon, dans certains CAIE, on trouve aussi des journalistes. Donc, c'est assez vaste quand même. Hein. Mais alors pour devenir, par exemple, il y a une question qui m'a été posée, est-ce que c'est au même endroit qu'on suit la formation d'architecte et d'architecture d'intérieur? Ça n'a rien à voir. Non, la formation d'architecte d'intérieur, il y a plusieurs filières. Il y a par exemple une école comme l'école Boulle, par exemple, qui est très réputée, qui forme. Il y a Camondo, et puis il y a d'autres filières. Les architectes d'intérieur ne sont pas inscrits à l'ordre, parce qu'il faut savoir qu'avoir le diplôme d'architecte ne suffit pas. Pour porter le titre, il faut être inscrit à un conseil de l'ordre. D'accord. Bon, ça date de Vichy, mais bon. Donc il existe un conseil de l'ordre des architectes. Un conseil régional dans les départements, et puis un conseil national. Et si un architecte n'est pas inscrit et qu'il le met sur un panneau architecte, il risque d'être poursuivi. C'est un titre protégé à l'instar des avocats, des médecins, etc. L'architecte, jusqu'à nouvel ordre, effectivement. Non, mais c'est pas la première fois, effectivement, qu'on essaie de. Alors, c'est pas comme les ingénieurs qui se regroupent en syndicat. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, l'architecte d'intérieur a une formation. En fin de compte, ils ont un système interne de reconnaissance. Hein. Et puis, il y a aussi l'architecte paysagiste. Alors, c'est vrai que, comme la loi sur l'architecture parle d'architecture et de qualité des paysages, je trouve un peu bizarre que les architectes paysagistes ne soient pas intégrés à l'ordre des architectes. Donc, ça, c'est un point de vue. Bon. Et comment on devient architecte international, c'est-à-dire ceux qui construisent... International oui. Comment on arrive à ce stade? En général, ce sont des architectes qui ont peut-être un peu plus de talent que les autres et qui s'inscrivent dans des concours d'architecture internationaux et qui arrivent à être lauréats bien souvent, ou qui, par leur travail, la qualité de leur travail, sont finalement reconnus par leur pairs. Par exemple, l'Arche de la Défense a été conçu par un architecte qui n'avait jamais véritablement construit. Donc ça, c'est le stade suprême de l'architecte, quand on est reconnu international. Il a fait un truc tellement... ça paraît très simple et c'était très compliqué. On a dû inventer des machines pour réaliser ce bâtiment-là. Donc, effectivement, ça... Je pense que... Et puis, ça dépend aussi dans quel pays on se trouve, quelles sont les relations. Hein. Oui. Et puis, il y a aussi des grosses machines. Hein, Nous poursuivons l'émission avec la rubrique découverte d'Aurélie Jingle.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'accessibilité, un thème qui concerne aussi le CAUE. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de jeunes chefs d'entreprise et nous avons fait un reportage. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? La loi handicap fête ses 10 ans. Cette législation prévoyait une meilleure prise en compte de handicap dans toutes ses formes à travers différents types de dispositions, qu'il s'agisse de l'adaptation des logements, l'adaptation des toilettes, des places handicapées, du sous-titrage et de l'audio-description pour les salles de cinéma ou la télévision. Enfin bref, un certain nombre de mesures prises aussi en matière de transport. Et aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de jeunes chefs d'entreprise, Rodrigue Philoclès, qui pratique le transport de personnes à mobilité réduite. Monsieur Philoclès, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le profil de votre clientèle et nous décrire un peu votre activité? Aujourd'hui, nous abordons un public assez large. Nous transportons principalement les personnes à mobilité réduite. Donc, personnes à mobilité réduite ne veut pas dire systématiquement des personnes en situation de handicap. Nous avons des personnes qui peuvent être en situation de grossesse et qui ont des difficultés dans leur déplacement. Nous avons également des personnes malvoyantes qui nécessitent un transport adapté. Nous avons aussi des personnes qui ont un handicap moteur et qui sont malheureusement en fauteuil roulant. Donc, c'est un public, comme vous pouvez le constater, qui est assez large et nous abordons principalement tout ce public-là. Nous avons également les enfants en difficulté moteur, donc ce qu'on appelle les scolaires adaptés, qui nécessitent un transport adapté pour aller vers les établissements scolaires. Quelles sont les autres destinations généralement sollicitées par vos clients? Donc, au-delà des établissements de soins ou les établissements professionnels, les clients ont une demande particulière, c'est-à-dire se diriger vers les activités annexes au-delà des soins qui leur sont prodigués tout au long de leur vie. Donc nous pouvons aussi les acheminer vers les manifestations connues, notamment le Todéyol, le carnaval, pour qu'ils puissent voir autre chose que leur environnement de soins médicaux. Donc il s'agit véritablement d'améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse, vous l'avez dit, des activités de soins ou même de loisirs et de petits plaisirs, parce qu'eux aussi en ont besoin. Mais comment envisagez-vous l'avenir de votre structure et de la profession plus généralement? Mais, écoutez, on ne peut envisager qu'une progression parce que nous sommes dans un département qui est vieillissant et de plus en plus nos seniors auront besoin d'un accompagnement adapté, donc notamment un transport adapté. Vous l'avez vu, des initiatives privées sont prises par des particuliers, des jeunes chefs d'entreprise, mais aussi tous les acteurs qui sont concernés, qu'il s'agisse des établissements recevant du public, des médecins, des cinémas, des hôtels, des collectivités. La problématique de l'accessibilité concerne tout un chacun. Et si la législation avait prévu une mise en accessibilité pour l'échéance de janvier 2015, force est de constater qu'on en est loin. C'est pourquoi le gouvernement a prévu la mise en place d'agendas d'accessibilité afin de prolonger cette dynamique en direction des personnes à mobilité réduite. Merci Aurélie et l'équipe de Zouk pour ce reportage. Aurélie, vous voulez ajouter quelque chose? Non, simplement pour dire qu'effectivement, l'handicap, c'est une problématique dont tout le monde doit se saisir à bras le corps, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Alors, je fais une petite parenthèse. Au CAUE, on a mis en place une sorte de petite cellule qui peut faire des prédiagnostics en accessibilité pour les artisans, les petites entreprises. C'est pas tombé dans l'oreille. Celui qui s'en occupe, c'est Michel Boucher. Donc, alors, le salon du lycéen, il a connu une fois de plus un grand succès cette année et bien sûr, l'équipe de Zouk TV était sur place. Reportage. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Le 22e salon du lycéen a ouvert ses portes ce jeudi 26 février. À cette occasion, le maire de la ville de Fort-de-France, le président de région et la rectrice de l'Académie de Martinique ont inauguré ce salon remanié. En effet, ce salon millésime 2015 ne s'adresse pas aux seuls lycéens, mais élargit son champ d'action en s'adressant aux jeunes également, d'où son nom, le salon du lycéen et de la jeunesse. La particularité, c'est que nous avons tout changé. C'est-à-dire que le cœur de ce qui était anciennement le salon du lycéen, toujours là, puisque nous avons
les lycéens avec lesquels nous avons donc une démarche particulière puisqu'il s'agit dans la période que nous connaissons de les accompagner pour faire leur choix post-bac, donc après-bac, pour qu'ils puissent remplir ce qu'on appelle APB, admission post-bac, et c'est un logiciel qui permet de faire des choix qui va impacter l'ensemble des établissements dans lesquels ils sont susceptibles de poursuivre leur parcours. Mais nous nous sommes dit, mais cette démarche d'orientation, finalement, plus on la prend tôt, mieux nous sommes en capacité finalement de permettre au projet de mûrir. Donc nous allons concerner les collégiens. Donc les collégiens sont invités, participent également à ce salon. Mais il n'y a pas que les collégiens et les lycéens, même si on n'est plus dans un cursus purement scolaire, on doit pourtant se préoccuper de son orientation. Et beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui suivis dans les missions locales, demandeurs d'emploi, doivent pouvoir être impactés et accéder à ce qui se fait en termes d'offres. Donc la mécanique a été simple, construire en fait le salon autour de son cœur de métier, mais élargir les publics pour que nous puissions effectivement toucher tout le monde. Chaque jeune a son projet. Il arrive que nous orientons les jeunes vers un CFA privé, l'apprentissage. Bon, nous ne pouvons pas, nous, à l'Éducation nationale, faire autant d'apprentissage que nous le voudrions, mais c'est évidemment une excellente filière. La formation par alternance, c'est excellent. Donc, il y a l'Éducation nationale et notamment ces centres d'orientation et d'information qui sont présents dans tous les établissements, orientent bien évidemment les jeunes de la Martinique vers toutes les possibilités qui leur sont offertes. Et je voudrais parler évidemment des écoles privées sous contrat, mais aussi de notre école de commerce, de la formation agricole, de la formation de la mer. Enfin, il n'y a pas de rupture dans l'île. Toutes les formations sont ouvertes aux jeunes, ils doivent être informés et ils seront informés. Cet événement permettra aux futurs bacheliers d'avoir une idée sur les éventuelles études supérieures qu'ils auront à choisir sur le portail post-bac avant le 20 mars. Très intéressant. Monsieur Volnieren, que pensez-vous du salon du lycéen et de la jeunesse? Je pense que c'est un salon très intéressant, d'autant plus qu'il y a tellement de formations, tellement d'informations que les jeunes reçoivent d'un seul coup comme ça, que ce serait bon effectivement qu'ils arrivent à savoir vraiment ce qu'ils veulent faire, parce que souvent ils partent dans des études et puis après 2 ans ils ont tout changé, quoi. Donc pour ne pas perdre du temps, c'est quand même intéressant de voir s'informer au préalable. Philippe, quel est votre regard sur ce salon? Une référence à la mémoire. Ce salon existe depuis très longtemps et j'y avais participé avec d'autres partenaires et je faisais toujours la remarque que l'université en tant que telle était partenaire à part entière, c'est-à-dire que c'était l'un des partenaires. Et je me suis aperçu qu'au cours du temps, les choses ne sont plus de cette façon. Ne se réalise pas se réexplique de cette façon-là. Et personnellement, je trouve que c'est dommage. Aurélie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour dire que l'université reste quand même très présente, mais c'est vrai qu'on a une offre de formation qui s'est considérablement développée. Et il est quand même important qu'il y ait des initiatives qui soient maintenues, comme le salon du lycéen, parce que la préparation de l'orientation est déterminante, surtout dans le monde actuel où l'entrée dans le monde du travail est de plus en plus compliquée. Donc faire le bon choix en ayant toutes les informations, c'est important. Alors c'est vrai aussi que les collèges préparent le travail déjà en faisant les journées métiers. Et les stages, exactement. Ouais. D'ailleurs, le CAE est sollicité. Sollicité, c'est dommage qu'on puisse pas recevoir tout le monde parce que c'est pas évident, mais bon, ça permet aussi que les parents aussi ont une idée pour leurs enfants et puis que l'enfant arrive sur place, on sent qu'il y a un petit problème, mais bon. Alors, je vois que le CAUE produit pas mal de revues, de guides. Il y a quand même pas mal de choses sur la table. On commence avec la revue Mouina. Alors, de quoi s'agit-il exactement? La revue La Mouina, c'est du nom des cases individuelles des Caraïbes. D'accord. C'est un nom qui a été donné par Joël Banfield à l'époque. Et elle a connu plusieurs phases, effectivement. On voit après les formats qu'elle a évolué avec le temps. Oui, ça c'est le premier format. Le format définitif, c'est une revue. Alors, on a voulu la faire plus nombreuse dans l'année, mais bon, si on arrive à faire 2 numéros, on peut s'estimer satisfait. Alors, c'est une production de l'équipe du CAUE qui rédige, qui met en page elle-même, etc. Alors, ces jours-ci, on a quelques petits problèmes. Donc, la dernière sera publiée sur format numérique. Donc, elle est consultable en ligne, en fait. Oui. C'est quoi le site? C'est le site, alors c'est sur le CAUE Martinique. D'accord, donc si je tape CAUE Martinique, je tombe dessus. Et la dernière, en fait? C'est le risque chironique. Alors, la dernière est consacrée, entre autres,
au risque chironique. C'est le risque lié à la foudre. Est-ce que, voilà, parce que j'allais dire, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que le risque chironique? Donc c'est un risque lié à la foudre. À part la revue... Vous voulez ajouter quelque chose? Non, on est en plein dans l'actualité puisque ça a touché malheureusement nos frères de la Guadeloupe. D'accord, ok. À part la revue, il y a aussi des guides. Ah oui, alors là, de temps en temps, on publie un petit guide. Alors celui-là était très intéressant. Il a été rédigé par une étudiante, une stagiaire qui a fait un bon travail. Donc celui que j'ai en main, c'est un guide sur les arbres remarquables. Remarquable, oui. Effectivement, bon, il n'est pas exhaustif, mais bon, il donne déjà une bonne idée. Et on est en train de travailler actuellement sur un guide sur les fontaines. Les fontaines qui existent, les fontaines publiques, etc., que ça soit sur les places publiques ou dans les bâtiments recevant du public. Ah, chouette. Alors, c'est un gros travail, mais qui va... les fontaines, pas sous un ordre historique, les fontaines... Alors, ça dit que c'est plus un petit guide pour des gens qui ne sont pas très initiés, ils peuvent aller voir. On donne une petite approche, mais au niveau d'histoire... Une approche technique quand même. C'est ça, il y a quand même un petit chapitre qui explique l'évolution des historique aussi. C'est évident. Une étude en cours. Et ce guide-là est censé déboucher sur une exposition. On a fait une première exposition sur les fontaines, mais elle n'était pas assez développée. La nouvelle sera peut-être plus conséquente. Donc vous faites des expositions aussi? On fait des expositions, on en a fait quelques-unes. Souvent, elles se promènent de collège en collège. Ah, donc on peut demander au CAUE de... Alors, c'est le centre de documentation, le CAUE, qui gère ça. Bon, on la peut être gratuitement, mais sous condition. C'est-à-dire qu'on signe une convention, et puis en cas de dégradation, bon, à ce moment-là, ceux qui l'auront dégradé auront quelque chose à payer. D'accord. Et puis là, c'est le dernier bébé, si je peux m'exprimer ainsi. On essaie de faire une sorte de petite lettre. Donc c'est la lettre du CAUE qui s'appelle Casse-Parole. Casse-Parole, avec quelques petits trucs qu'on essaie d'envoyer aux élus, aux membres du conseil d'administration. Là, c'est le numéro 0, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais effectivement, on s'est rendu compte que le CAUE a perdu en notoriété, qu'il faut quand même relancer la machine, mieux se faire connaître. Parce qu'on nous fait souvent le reproche, notamment au niveau des élus, que le CAUE n'est pas très connu, on ne sait pas ce que c'est. Mais je crois que c'est cyclique. Donc on est obligé de chaque fois de relancer. Pourtant, régulièrement, vous avez quand même des particuliers qui vous sollicitent. Alors c'est vrai que l'avantage des particuliers, c'est qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Donc s'ils sont satisfaits, et souvent des gens reviennent, même 8 ans après, 10 ans après, des fois j'ai oublié qu'ils étaient, mais ils se rappellent mon bon souvenir en me disant vous m'avez rendu service grâce à ça. Donc vous avez des missions de conseil, mais aussi, j'allais dire, des missions pédagogiques. Ah oui, les missions pédagogiques, et souvent on explique aux gens pourquoi. Alors des fois ils arrivent des fois très, très remontés par rapport à une décision d'expertise, un truc comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été spoliés, et puis bon, on leur explique très calmement le truc, ou pourquoi ils n'ont pas eu leur permis, et ils repartent très gentiment parce qu'ils ont compris. Effectivement, il y a un problème, il y a souvent une approche pédagogique qui désamorce ces situations. D'accord. Monsieur Volnian, si je veux bénéficier des conseils du CAUE de la Martinique, que dois-je faire? La première chose, c'est de prendre rendez-vous avec des architectes conseillers. Alors c'est vrai que ces jours-ci, nous sommes un peu en stand-by parce que nous avons tenu des permanences dans certaines communes où les gens venaient spontanément. Mais on peut venir sur le site du CAUE. Ah oui, mais venir, disons que ceux qui viennent comme ça, ils peuvent s'exposer au fait que je ne sois pas là. Donc il faut quand même appeler pour prendre un rendez-vous, d'accord. Et le site se situe? Alors c'est au 31 avenue Pasteur, au quartier Causanville. D'accord. Un peu après l'hôpital Clairac, dans les centres qui mène à Trénel. Et quels sont les prochains défis et rendez-vous du CAUE? Les prochains défis, c'est-à-dire que c'est l'exposition à venir, développer la casse-parole, mais aussi dans les autres missions du CAUE, relancer la machine au niveau des collectivités pour avoir des permanences en commune. Aller vers les scolaires parce que effectivement on se rend compte qu'il y a toute une démarche à faire en termes de transition énergétique, d'architecture, parce que l'architecture a beaucoup évolué en termes de réglementation avec la région, avec sa réglementation thermique. Il y a aussi les problèmes de développement durable, tout ça qu'il faut gérer, donc il y a un beau travail à faire. Et trouver aussi les moyens de le faire. Et surtout organiser aussi, revenir à nos séminaires, à nos formations d'avant. Alors j'ai une question, mais je suis sûre que Philippe y a pensé. Est-ce que notre habitat est adapté aux seniors aujourd'hui, à une population de plus en plus vieillissante en Martinique? Tu penses spécialement à moi? Alors,
L'habitat, en principe, non. Et là, même la réglementation de 2005, elle pose un problème parce que pour les gens qui construisent pour eux-mêmes, ils ne sont pas tenus de mettre aux normes d'accessibilité. Et c'est là le problème parce qu'à un certain moment, il faudra qu'ils mettent aux normes d'accessibilité s'ils se retrouvent sur des fauteuils roulants, etc. Donc, je ne peux pas dire que l'habitat est vraiment adapté. Par contre, tous les logements qui sont destinés à la location, à la vente, doivent être accessibles. Donc, ça, c'est là une bonne chose. Mais des gens, je reçois de plus en plus de personnes qui sont déjà sensibilisées spontanément, qui me disent, bon, je mettrai des cloisons en plaque au plâtre, et puis bon, s'il faut, je vais déplacer, je vais arranger, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas encore le cas pour l'habitat des seniors, mais on est en bonne voie. D'accord. Avant de nous laisser, je propose de faire un petit tour de table. On commence par vous, Philippe. Oui, c'est un organisme extrêmement intéressant. Et j'aurais des masses de questions à poser, mais enfin bon, je vais pas. Ouais, avec les réglementations nouvelles, l'obligation d'installer des détecteurs de fumée, alors qu'il n'y a pas de sanction, n'est-ce pas, non, n'est-ce pas, de l'obligation pour le moment. Est-ce que, alors ma question principale, c'est de savoir, est-ce que le conseil d'architecture n'a pas de problème avec, disons, des professionnels qui sont susceptibles de ressentir l'intervention comme étant une intervention concurrente? Ça existait au début parce qu'ils pensaient que l'architecte, en faisant des esquisses, les concurrences, etc. Mais souvent, la clientèle que l'on reçoit, des fois, sort de chez un confrère. Et ce qu'ils peuvent reprocher, c'est que la relation est trop technique, pas assez, ils ne comprennent pas trop. Des fois, ils viennent pour qu'on leur explique le projet qu'on leur a fait. Mais on n'a pas le droit de faire de maîtrise de machin, donc théoriquement, on n'est pas des concurrents. Et puis souvent, on reçoit des catégories de personnes qui n'ont même pas les moyens de se payer un architecte. Donc je pense, j'ai même été amené à penser qu'il devrait avoir une sorte d'atelier public d'architecture pour certaines catégories pour qu'ils puissent bénéficier d'une architecture de qualité. Les règles relatives, disons, aux anciens postes, ces règles ont été modifiées de façon considérable. À l'heure actuelle, n'est-ce pas, la notion de COS a disparu. Depuis la loi ALUR, effectivement, sauf qu'elle reste plus ou moins pour les communes qui ont des postes en attendant qu'ils passent au PLU. C'est ça, mais le COS a disparu. Maintenant, il n'est plus possible de limiter, n'est-ce pas, de dire par exemple, bon, dans tel lotissement, dans telle résidence, on a des parcelles de 2000 m², on ne peut pas construire, n'est-ce pas, si on n'a pas la parcelle de 2000 m². Oui, alors là, même la surface minimale des parcelles n'est plus imposée. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on va plus raisonner en termes de gabarit, de volume, etc. Mais je pense que la limite sera générée par celle des réseaux. Est-ce qu'il y aura assez d'eau, est-ce qu'il y aura assez d'électricité pour permettre le développement? Notamment l'épandage lorsqu'il n'y a pas d'assainissement public. Il paraît que maintenant il y a de nouveaux concepts qui réduisent, n'est-ce pas, la nécessité des 800 mètres. Oui, maintenant on peut avoir des systèmes qui fonctionnent sur 15 mètres carrés, hein, avec des terrains de 500 mètres carrés, c'est possible. Il faudra venir au CAE, Philippe. Je pense qu'il faudra venir au CAE directement. Je vois qu'il a plein de questions à poser. Dernière question, c'est une association, loi 1901, c'est lui qui parle. Oui. Donc, vous êtes financé par les collectivités. Elle a un financement particulier spécifique qui est le principal. Hein, c'est une taxe qui est élevée sur les permis de construire. Voilà. Taxe qui a été réformée en mars 2012, ce n'est plus la TDCAE, c'est devenu une taxe d'aménagement avec une part départementale affectée. Et ça nous a posé beaucoup de problèmes depuis 2010. Comme toutes les transitions. Je ne pose plus de questions, mais j'irai à tout. Aurélie? Non, mais juste pour rebondir sur l'adaptation en fait, de nos logements. Alors, ce ne sont pas que les personnes un petit peu plus âgées qui y pensent. Je crois que les jeunes aussi, au contact des personnes âgées que l'on côtoie, on se rend compte qu'il y a des petites choses auxquelles on peut penser en prévision de l'avenir. La superficie. D'où l'article qui est très intéressant ça sur l'accessibilité universelle. Non, mais c'est vrai. Et qui dit qu'il faut d'abord réfléchir comme si on construisait pour des gens qui ont des difficultés d'accessibilité, pour que la télécommande n'a pas été inventée pour des personnes normales. Hein. La télévision, c'était pour les personnes handicapées et ça sert à tout le monde. Pensez à ça, les escaliers, l'encadrement des portes, l'adaptation des toilettes et tout ça. Et puis, c'est triste à dire, mais si on se promène et qu'on va faire un tour
au Carbet, au sanatorium entre guillemets, il y a tellement de jeunes qui sont amouchés avec des accidents de la route qu'il n'y a pas une question d'âge. Exactement, tout à fait. Et puis longue vie à Case-Parole, et puis que les permanences continuent et puis s'intensifient un peu partout dans les communes. Merci. C'est sur ces mots que nous achèverons cette émission. Je profite d'ailleurs pour faire un coucou à tout le personnel du CAUE, que je connais très bien, Régine, Huguette, Marilyn, Michel, Barbara, Jérémy, Patrick également. Plisfos. Merci à notre invité Patrick Volny-Anne d'avoir accepté notre invitation, et bien sûr à nos deux intervenants, Aurélie Nella et Philippe Saint-Cyr. Merci à l'équipe de Zouk TV et l'association Sirotage, sans qui bien sûr cette émission n'existerait pas. Un Plisfos à tous les étudiants de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane qui bossent dur ces jours-ci et qui s'accrochent en tout cas pour réussir leur carrière professionnelle de façon générale. Chers téléspectateurs, je vous donne quant à moi rendez-vous au prochain numéro de Génération Campus. À très bientôt. En l'autre soleil. Merci.